n'est pas très, disons, différent, qui n'est pas en opposé par rapport à la première partie, qui a un lien très étroit avec la première partie, mais qui reste quand même un peu différente. Donc, nous allons déjà commencer par un peu essayer de situer le contexte. Donc, actuellement, nous sommes dans une généralisation totale de tout ce qui est numérique dans tous les secteurs, que ce soit au niveau du commerce, l'éducation, la santé, etc. On voit carrément une panoplie d'applications régir les différents secteurs et les différentes activités de notre quotidien. Cette généralisation a conduit carrément vers une interconnexion totale de tous les systèmes. Bon, là, on ne parle pas spécialement de l'Algérie, mais on parle quand même de la majorité des pays. Donc là, c'est devenu, si vous voulez, cette interconnexion est devenue tellement banale que c'est devenu transparent à l'utilisateur qui arrive à avoir accès à différents types de services, à qui on a facilité carrément la vie via cette interconnexion. Cette interconnexion a conduit vers une mondialisation. Pourquoi on parle de mondialisation? Parce que les méthodes d'administration sont devenues presque les mêmes à travers le monde et la plupart des systèmes se ressemblent en quelque sorte. Si on essaie de voir sur les aspects e-gov par exemple, nous allons voir que c'est presque le même modèle qui est usité dans la plupart des pays. Donc vous allez avoir 2 ou 3 modèles qui sont reproduits pratiquement sur toute la planète. Bon, on parle des modèles fonctionnels, on ne parle pas des modèles dysfonctionnels uniques de certains pays ont tenté de faire des expériences qui n'ont mené à rien. Maintenant, ça c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est quoi? C'est que l'information numérique est toujours vulnérable. Pourquoi est-ce qu'elle est vulnérable? Tout simplement parce qu'elle n'est pas assez sécurisée. Donc n'importe qui peut la voler, peut la dénaturer, peut la modifier. Et en même temps, c'est une information volatile. Pourquoi est-ce qu'on dit volatile? Parce que c'est une information qui n'est pas permanente. Elle peut facilement être supprimée ou disparaître. Donc, comme on disait tout à l'heure, la vulnérabilité est due à ce qu'on appelle un security leak, donc des vulnérabilités de sécurité. Donc, il faut savoir que l'information, quand on parle d'information numérique, on ne parle pas d'original et de copie, mais on va parler de clone de l'information. Parce que là, on ne fait plus la distinction. Ce n'est plus comme l'information papier où vous avez, par exemple, la copie originale, ensuite vous avez des photocopies que vous allez légaliser ou autre. Là, on parle carrément de clone de l'information. Alors, un système d'information, bon, on l'a déjà défini, c'est pas la peine de revenir dessus. Les définitions de menaces, vulnérabilité et de risque, je suppose que vous les connaissez déjà. Donc, il faut savoir que quand on parle de biens informatiques, ou bien d'actifs informatiques, comme on l'avait dit, chaque actif possède sa propre valeur, chaque actif possède ses vulnérabilités. Les vulnérabilités sont exposées à des risques qui sont induits par des menaces, et le tout va générer un impact. Maintenant, l'impact dépendra aussi de la valeur de ce bien. Un bien qui n'a pas une grande valeur n'aura pas d'impact important. Un bien qui a une valeur importante causera des impacts qui risquent d'être irréversibles. Maintenant, les différents risques dont on parlait, ça peut être des accidents, ça peut être des erreurs, ça peut être une perte de ressources. Par exemple, quelqu'un qui va quitter votre entreprise, un fournisseur qui va disparaître, ça peut être des actes malveillants, comme ça peut être des événements sociaux. Généralement, les événements sociaux et les actes malveillants sont très liés. Bon, par événements sociaux, on parle de grève, de manifestations, d'occupation de locaux, donc tout type de mouvement qui est induit par la population, soit la population qui travaille chez vous, soit la population avoisinante. Maintenant, même l'impact possède différentes topologies. On peut avoir une perte ou un endommagement de nos données et on peut avoir des conséquences juridiques. Des conséquences juridiques, ça veut dire quoi? Il faut savoir que chaque entreprise a des engagements vis-à-vis de ses utilisateurs ou de ses clients. Donc, cette perte de données ou bien cette divulgation de données, donc la perte de confidentialité, peut induire vers des poursuites judiciaires à votre encontre. La perturbation d'un service, si vous avez un SLA avec votre client, ça va induire non seulement les pertes financières que nous voyons à droite, mais ça peut aussi avoir des conséquences judiciaires.
Il peut y avoir aussi une atteinte à votre image de marque, comme il peut y avoir carrément tout simplement un arrêt de la production, du manque à gagner, etc. Alors, généralement, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un modèle de sécurité. Donc là, si vous voulez, c'est le modèle de base de la sécurité. Donc l'acte malveillant, où est-ce qu'il arrive? Il arrive à ce niveau-là. Donc si vous voulez, c'est le passage du risque à l'impact. Donc c'est là qu'il va y avoir le sinistre, l'attaque ou bien ce qu'on peut appeler l'agression. Donc si on essaye de modéliser ça par un exemple, on peut dire que le bien, c'est les données de votre client. La vulnérabilité, c'est par exemple le fait que vous ayez un contrôle d'accès qui est assez vulnérable ou qui n'est pas assez robuste. Et ça, même en ligne, tu trouves le moyen d'être en retard. Alors, les menaces. Non, je suis déjà connecté, mais je viens de connecter avec mon PC. Donc, tu es en retard. La menace, ça peut être un vol ou Là, j'étais à fond. le risque, ça va être tout simplement le vol de vos données. Maintenant, au moment où il va y avoir l'agression, donc quelqu'un va passer à l'acte, il va faire quoi? Il va exploiter cette vulnérabilité qui est le faible contrôle d'accès. Il va utiliser le risque qui existe, c'était quoi? C'est le fait de voler vos données. Et l'impact, ça va être quoi? Ça va être la perte de vos clients. Pourquoi? Parce que leurs données ont été volées. Et probablement des demandes de dédommagement qui vont venir de la part de ces mêmes clients, qui vont demander à être remboursés ou bien dédommagés. Alors, maintenant, la question qui reste posée, le propriétaire de ces données, qu'est-ce qu'il va imposer? Qu'est-ce qu'il va demander? D'abord, il doit être conscient des menaces qui existent, parce que s'il n'est pas conscient, il ne va même pas proposer d'améliorer cette sécurité. Donc d'abord, il doit savoir que ces menaces existent, prendre conscience de leur importance. Une fois que c'est fait, il peut imposer, bien exiger d'avoir des contre-mesures. Ces contre-mesures vont se manifester sous quelle forme? Elles vont se manifester tout simplement sous une forme logicielle ou bien matérielle, ou bien carrément sous une forme organisationnelle, dans le but tout simplement de protéger les biens. Maintenant, il est vrai que pour protéger ces biens, il faudra minimiser le risque, etc. Mais le but ultime, c'est quoi? C'est de protéger ces biens. Maintenant, cette prise de conscience, elle va se faire comment? Elle peut se faire soit via un processus d'audit, soit via votre politique de sécurité si elle existe. Mais il faut savoir, c'est un processus qui peut prendre des mois, voire dans certains cas, beaucoup d'années, des années, pour que la personne puisse prendre réellement conscience du risque. Parce que certes, vous êtes informaticien, vous prenez conscience du risque, vous savez de quoi il s'agit, vous savez quels sont les enjeux, etc. Mais les administrateurs ou bien les décideurs de votre entreprise peuvent ne pas avoir la même conscience que vous avez, voire même peuvent négliger un risque qui pour vous est un risque majeur et qui risque d'arriver à tout moment. Donc pour eux, c'est trois fois rien. Maintenant, il faut savoir qu'il y a généralement un très grand décalage entre le rythme auquel vous allez faire vos audits, le rythme de mise à jour et de mise à niveau de votre politique de sécurité et l'attaquant. Alors, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, vous avez vu ça l'année passée, il va collecter des renseignements, il va développer des stratégies d'attaque. Pour lui, ça peut durer des semaines, des mois, des années, et il peut refaire la tentative autant de fois qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est là pour ça, tout simplement. Il n'a pas de coût budgétaire aussi important que vous, il n'a pas de décideurs au-dessus de lui qui vont lui dire oui, attendez, ce n'est pas une priorité, nous n'avons pas le budget pour faire l'audit, nous préférons retarder ça parce que nous avons des processus métiers qui sont très importants et on ne veut pas les perturber par l'audit, etc. Donc il faut savoir que généralement, comme on dit, c'est le rythme de travail qui va déterminer qui sera le gagnant dans cette bataille. Est-ce que c'est le propriétaire du bien ou bien l'attaquant? Alors, généralement, on va essayer de voir un petit état des lieux.
En matière de sécurité des systèmes d'information, on va prendre l'exemple de la France. Bon, je ne sais pas parce qu'on le veut, parce que tout simplement, il n'y a aucune statistique en Algérie par rapport à ça. Alors là, on va se baser sur les statistiques du CLUSIF, qui se base sur un échantillon de 344 entreprises en France. Alors, déjà, ce qu'on va essayer de voir, d'abord, les secteurs qui ont été ciblés par l'étude, c'est les banques et les assurances, les entreprises de commerce, tout ce qui est industrie et bâtiment, les entreprises de services, les entreprises de transport et de télécom. Donc, en termes de salariés, vous avez les statistiques. Donc, c'est des entreprises qui ont entre 200 à 249 salariés. Oui. Pardon, il y a une fille qui demande d'être acceptée pour accéder au cours. Rien ne s'affiche chez moi. Elle a dû se tromper de cours parce que chez moi, j'ai aucune notification de demande. D'accord. C'est quelle fille? Amina. Ben, j'ai rien reçu. Dites-leur de renvoyer leur demande parce que je ne reçois rien pour le moment. Non. J'ai personne en attente. À mon niveau, il n'y a personne en attente pour le moment. Alors, dites-leur de réessayer de faire une nouvelle demande parce que là, j'ai absolument rien en attente. Bref, je disais, donc les entreprises ont été classifiées en nombre en fonction du nombre de salariés qu'ils possèdent. Donc là, c'est le pourcentage par nombre de salariés. Alors, si on essaye de voir maintenant l'évolution du budget en termes de sécurité par rapport à ces entreprises et aux différents secteurs. Donc, si on voit tout ce qui est banque et assurance, donc nous avons une assez forte augmentation par rapport à l'année précédente pour des différents budgets. Donc, nous avons 10% des entreprises, si vous voyez à ce niveau-là, voilà, là, je reçois une demande. Une augmentation de 10% pour à peu près 25% des entreprises, une augmentation moyenne pour 22% des entreprises, etc. Donc, on voit que en fonction des secteurs, c'est presque, les chiffres se ressemblent. Donc, on peut déduire déjà que l'importance de la sécurité et certaines de ces entreprises, donc en fonction des secteurs, ont pris connaissance de l'importance du facteur sécurité. Maintenant, il faut savoir que malgré le fait que certaines entreprises ont pris conscience de l'importance de la sécurité, beaucoup d'entreprises n'ont pas pris encore, si vous voulez, les mesures nécessaires pour pouvoir lutter contre les différentes menaces de manière efficace. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de raisons dans un milieu professionnel qui font en sorte qu'on n'accorde pas à la sécurité la vraie valeur qu'elle mérite. Alors, l'un des facteurs les plus importants, c'est ce qu'on appelle le manque de personnel qualifié. Alors, quand on parle de manque de personnel qualifié, donc il faut savoir qu'il y a un manque qui est estimé entre 21 à 27% de personnel qualifié en matière de SSI. Il y a un manque de connaissances assez important qui est estimé entre 15 à 20%. Le manque budgétaire qui est entre 27 à 36%. Il y a aussi ce qu'on appelle la réticence des informaticiens. Alors, il faut savoir que l'ADSI, généralement, donc le département informatique, c'est l'ennemi juré numéro 1 des gens qui font la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est des gens qui sont là pour les fliquer, que c'est des gens qui sont là pour leur mettre des bâtons dans les roues, pour leur mettre des barrières, etc. Mais bon, le taux de réticence, si vous voulez, cette réticence représente 2 à 3% des contraintes.
Par contre, la contrainte majeure reste quoi? Reste tout simplement la contrainte organisationnelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de contrainte organisationnelle? Parce que tout simplement, la mise en place de ces dispositifs de sécurité ou bien carrément les contrôles de sécurité qu'on va faire nécessite, si vous voulez, une participation ou bien une collaboration de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et généralement, vous allez trouver dans ces entreprises, il y a un manque de communication flagrant entre les différentes directions opérationnelles, les directions les structures de soutien et les structures en charge de la sécurité. Et ça, généralement, pourquoi ce manque de communication? Spécialement à cause de la réticence du métier et des utilisateurs. N'oubliez pas un détail très important, on a toujours dit que augmenter la sécurité diminuera la fonctionnalité. Donc, c'est des gens qui vont vous dire, voilà, les gens de la sécurité vont venir, ils vont nous compliquer la vie. Au lieu de faire une tâche en 3 clics, je serai obligé de la faire en 6 clics. Au lieu d'accéder directement à ma machine, je serai obligé d'utiliser une carte à puce. Je suis obligé de m'authentifier pour tel type d'opération alors qu'avant je ne le faisais pas, etc., etc. Alors, donc, si on essaie de voir, toujours dans cet état des lieux, l'accès au système d'information. Alors, il faut savoir que quand on parle d'accès au système d'information, donc, on a essayé de, si vous voulez, répertorier les accès par catégorie. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'accès depuis l'extérieur, donc à partir d'un poste de travail nomade. Un poste de travail nomade, ça peut être tout simplement votre tablette qui est fournie par l'entreprise, ça peut être votre laptop. Donc, c'est un poste de travail mobile. Donc, vous vous déplacez, je prends un exemple très banal, vous êtes un commercial, vous vous déplacez chez les clients et vous accédez au système d'information de l'entreprise à partir de votre PC. Donc, dans 5% des cas, il est interdit à partir des postes nomades. 85% des cas, il est autorisé avec des conditions qui sont définies. Et uniquement dans 10% des cas, il est autorisé sans condition. Si on essaie de voir l'accès depuis l'extérieur à partir de postes de travail non maîtrisés, par exemple à partir d'un cybercafé ou bien à partir de votre domicile, alors il faut savoir qu'il y a une différence entre l'accès à partir d'un poste nomade et à partir d'un poste de travail non maîtrisé. La différence, elle est simple. C'est qu'à partir d'un poste nomade, ça veut dire que c'est un poste... Alors, je vais vous parler d'expérience personnelle. Alors, je travaillais dans une multinationale. Dans une multinationale où j'avais mon poste de travail. Alors, mon poste de travail, c'était quoi? C'était un laptop à partir duquel je pouvais accéder pratiquement au système d'information de l'entreprise dans 174 pays dans le monde. Donc, par exemple, je suis en Algérie, je pars par exemple en Suède. Avec la carte à puce que j'ai qui me permet de rentrer dans les bureaux algériens, je peux rentrer dans n'importe quel bureau de l'entreprise en Suède. Si je suis par exemple à Seattle, je fais la même chose. Donc, je suis identifié partout dans l'entreprise, que ce soit grâce à ma carte à puce, soit à partir de mon PC. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Tout simplement parce qu'ils ont créé un domaine, entre autres. Le domaine reconnaît ma machine avec mon identifiant. Je vous donne un exemple. Par exemple, des contraintes de la politique de sécurité de l'entreprise, c'est qu'on nous précisait, par exemple, les données doivent figurer dans tel et tel dossier. Vous ne pouvez pas laisser des données comme ça dans le bureau. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre des données non professionnelles, par exemple, dans la partition de F ou G. Les données professionnelles doivent être dans telle ou telle partition. Pourquoi tant de contraintes? Je vais vous donner un exemple. On travaillait, par exemple, en utilisant Windows 7. Lorsque Windows 10 a été adopté par l'entreprise, je n'avais pas besoin de faire ma mise à jour moi-même. J'ai reçu un mail de la part de l'administrateur me demandant, ce soir, en rentrant chez vous, veuillez laisser votre laptop branché au secteur. Donc, conformément aux instructions que j'avais reçues, j'ai laissé le laptop branché au secteur. Je l'ai éteint et je l'ai laissé. Le lendemain matin, en me réveillant, mon laptop était sous Windows 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les laptops étaient configurés par l'administrateur pour faire ce qu'on appelle un wake on LAN. Ça veut dire qu'il a pu allumer mon PC à distance. Il a lancé le processus de mise à jour. Ils ont sauvegardé mes données, quelque part. Ils ont supprimé l'ancien système. Ils ont réinstallé un nouveau système
Ils ont restauré mes données. Ensuite, ils ont réinstallé les applications qu'il fallait installer. Parce que n'oubliez pas, une chose importante, c'est que sur une machine d'entreprise, les données qui sont sur la machine ne vous appartiennent pas. Tout ce qu'il y a sur la machine appartient à l'entreprise. Donc, elle a la liberté de supprimer ce qu'elle veut et de garder ce qu'elle veut. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle d'un poste nomade. Ça veut dire que l'entreprise a la main dessus, donc elle peut le contrôler. Elle peut installer dessus les outils de sécurité qu'il faut. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple je branche un flash disk non homologué sur la machine, le flash disk n'est pas lu. Si j'essaye de copier certains types de données sur un flash disk non homologué, la copie ne se fait pas. Ou bien elle se fait de manière chiffrée. Et je ne peux lire les données, par exemple, que j'avais sur mes flash disks, sur un autre PC en dehors des PC de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait une application qui est installée dessus qui s'appelle ADRMS, Active Directory Right Management System, qui chiffre automatiquement toutes les données qui sont entrant ou sortant vers la machine, avec une clé de chiffrement qui est stockée dans le magasin du domaine. Donc, si le PC sur lequel vous lisez ces données n'adhère pas au domaine et que vous n'avez pas donné l'autorisation nécessaire à l'utilisateur du domaine d'accéder à ces fichiers parce qu'il n'a pas l'autorisation, bien il ne possède pas votre clé de déchiffrement, automatiquement, il ne peut pas lire ces données. Et en même temps, ce logiciel vous permet de définir des restrictions. Est-ce que l'utilisateur peut imprimer le fichier? Est-ce qu'il peut faire des captures d'écran? Est-ce qu'il peut modifier, ne pas modifier, etc. Donc, c'est pour cela qu'on distingue toujours entre les PC, les postes de travail nomades fournis par l'entreprise, qui sont sous le contrôle total de l'entreprise, et les postes de travail non maîtrisés, par exemple le cybercafé, votre poste de travail personnel, etc., sur lequel il peut y avoir un spyware, il peut y avoir n'importe quel malware qui pourra nuire au réseau de l'entreprise. Pour les postes de travail non maîtrisés, on remarque que 64% des entreprises interdisent l'accès au système d'information, 34% l'autorisent avec un accès sous condition et uniquement 2% l'autorisent sans aucune condition. Maintenant, pour tout ce qui est accès via les tablettes, smartphones, etc., fournis par l'entreprise, on remarque aussi que beaucoup d'entreprises vont autoriser les accès. Donc, approximativement 86% des entreprises l'autorisent. Pour les tablettes personnelles, carrément, c'est 95% des entreprises qui l'autorisent. L'utilisation de la messagerie instantanée, par exemple Skype, Facebook, Google, c'est autorisé par presque 80% des entreprises. Les réseaux sociaux externes, c'est autorisé par 81% des entreprises. La voix IP, téléphonie IP, les réseaux Wi-Fi, les accès web sans filtrage, des URL et des protocoles. Alors, la question que je vous pose, à votre avis, parmi les différents accès que nous avons vus maintenant, si je supprime l'accès depuis l'extérieur à partir de postes de travail non maîtrisés, quels sont les autres accès qui peuvent représenter un risque majeur pour l'entreprise? Alors, nous avons un jour qui nous parle de messagerie. Alors, vous parlez de la messagerie instantanée externe, telle que Skype, Facebook et Google. Et Teptouk qui nous parle de BYOUD, donc des équipements personnels. Les autres, les Big On Device, d'accord, et on est au device. Alors, effectivement, à votre avis, alors moi je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui est plus dangereux, un smartphone ou un PC?
Bien sûr, vous devez me dire pourquoi. Effectivement, Saoudi a raison. Un smartphone, un smartphone reste toujours beaucoup plus dangereux qu'un PC pour la simple raison que sur un smartphone, il y a ce qu'on appelle un manque d'outils de protection, d'une part. D'autre part, l'utilisateur a tendance à installer n'importe quel type d'application à partir d'un store parce que tout simplement, l'utilisateur considère que le store est quelque chose de très sécurisé. Or, l'expérience a clairement démontré que les différents stores existants, que ce soit Google Play ou bien Apple Store ou bien les autres markets, représentent un très grand risque. Et souvent, on découvre dans des publications, des alertes de sécurité, que les différents stores contenaient déjà des applications malveillantes. Et l'utilisateur a tendance à ignorer si vous voulez, ces différentes menaces qui existent sur son smartphone. Contrairement à un PC où l'utilisateur va au préalable déjà installer un antivirus, qu'il aura tendance à réfléchir avant d'installer n'importe quoi. Certes, il va cliquer sur des liens, il peut cliquer sur des liens malveillants, mais il ne va pas installer ces applications qui vont le nuire par lui-même. Donc, la tendance à installer ce type d'application, il est beaucoup moindre que sur PC que sur téléphone. Alors, maintenant, si on essaie de voir un peu quelles sont les technologies les plus utilisées par les entreprises en matière de sécurisation. Alors, 62% des entreprises ont tendance à utiliser l'authentification par certificat électronique logiciel. Là, je précise certificat logiciel, donc ça veut dire tout simplement pas de smart card. En même temps, on va avoir uniquement 9% des entreprises qui vont utiliser la biométrie. L'authentification par smart card, c'est 53%. Le provisioning, c'est 54%. Tout ce qui est SSO et ISSO, c'est 55%, etc. Donc là, ça vous permet déjà d'avoir une idée sur l'usage fait en termes de sécurité des différentes technologies dans les milieux professionnels. Maintenant, qui va utiliser la cryptographie? Il faut savoir que généralement, c'est beaucoup plus les banques et les assurances qui vont avoir recours à l'usage de la cryptographie. Donc, si on essaie de voir, c'est beaucoup plus les entreprises, les plus grandes entreprises, donc les entreprises qui ont le plus de personnel, qui vont avoir recours à ces outils cryptographiques. Donc là, vous voyez à une échelle de 74% pour tout ce qui est entreprise, 74% des grandes entreprises, donc celles qui ont plus de 2000 employés, qui ont recours aux outils cryptographiques. Par contre, les petites entreprises ayant entre 100 à 249 utilisateurs, ou plutôt employés, ne représentent que 19% qui vont utiliser les outils cryptographiques. Si on vous demande d'interpréter ces résultats, comment est-ce que vous allez les interpréter? Hamad H, vous qui dites que ce n'est pas trop sérieux, interprétez-nous ces résultats, s'il vous plaît. Pourquoi, à votre avis, c'est les entreprises qui ont le plus d'employés qui ont plus recours aux outils cryptographiques et pas les petites entreprises? Pas forcément plus d'employés ne veut. Alors, plus d'employés ne veut pas dire plus de danger.
Parce que le danger ne provient pas forcément de l'employé. Alors réfléchissez, pour avoir beaucoup d'employés, ça veut dire quoi? Alors, c'est beaucoup plus, c'est vrai qu'il y a une relation de cause à effet, mais pas une cause à effet directe, de dire plus d'employés, donc plus de danger. Si on a plus d'employés, ça veut dire quoi? C'est qu'on a un plus grand réseau, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de clients, ça veut dire qu'on fait beaucoup plus de transactions. Et si je fais plus de transactions et j'ai beaucoup plus de clients, n'oubliez pas, on est en train de parler du secteur de la banque et du secteur de l'assurance. Ça veut dire qu'on manipule une plus grande masse monétaire, donc on est obligé d'avoir recours à des outils beaucoup plus performants en termes de sécurité. D'où le recours systématique vers les outils cryptographiques. Par contre, si on parle des petites entreprises, une entreprise ayant à 100 à 249 employés, donc c'est une petite entreprise d'assurance ou bien, bon, je ne dirais pas jusqu'à dire une banque, mais une petite entreprise financière, donc elle n'a pas autant d'employés, donc elle n'a pas autant de clients, donc pas autant de données à gérer. Donc le risque est minime par rapport aux conséquences donc, et aux pertes. Dans ce cas de figure, ces entreprises ne vont pas investir sur des outils aussi coûteux que les outils cryptographiques. N'oubliez pas une chose, qu'une entreprise n'investit que dans le cas où elle éprouve le besoin de le faire. Une entreprise ne va pas payer si le danger n'existe pas, si les pertes ne sont pas aussi importantes. Une entreprise va toujours faire. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné par rapport à RSA et pourquoi les entreprises utilisent toujours RSA malgré le risque induit par RSA. Il y a une perte d'argent, on dépense. Alors surtout les banquiers et les assurances, c'est les gens les plus radins de la planète. Une banque ne va pas dépenser que si elle est sûre que si elle ne dépense pas, elle ne va pas perdre de l'argent. Moi, je ne parle pas des banques algériennes. Les banques algériennes, Sharika Wataniya, ils dépensent, mais ils ne se cassent pas la tête, ce n'est pas son argent. Alors, de la même manière, quand on parle de sécurité, on ne peut pas parler de sécurité logique en négligeant la sécurité physique. Donc, quand on parle de sécurité physique, donc il faut savoir que le but, c'est tout simplement, entre autres, de sécuriser les salles machines de l'entreprise, de sécuriser les accès. Donc là, vous allez avoir 65% des entreprises qui ont tout ce qui est détection d'incendie, entre 19 à 30% pour tout ce qui est détection d'inondation, des caméras de surveillance, des contrôles d'accès par badge, des contrôles d'accès physique pour l'accueil, etc. Maintenant, toujours en termes d'outils de sécurisation, donc tout ce qui est sécurité d'accès. Donc vous allez avoir différentes technologies aussi qui sont utilisées, donc les pare-feux sur les PC portables, les anti-spam, les anti-malware, les DLP, ce qu'on appelle Data Leak Protection, les outils de chiffrement pour les smartphones et les tablettes, les pare-feux pour smartphones et tablettes, parce que ça c'est une autre technologie qui est utilisée, les NAC, les SIEM. Normalement, les SIEM, vous allez les voir dans un autre module. Normalement, je ne sais pas s'ils vont vous les faire cette année ou non. Les outils de chiffrement pour tout ce qui est échange, les outils de chiffrement sur PC portable, les IPS, etc. Maintenant, malgré toute cette panoplie d'outils qui est déployée, il y a toujours des incidents de sécurité qui sont rencontrés. Donc, les incidents peuvent être dus dans 13% des cas en 2020 à des erreurs de conception, dans la réalisation ou la mise en œuvre des logiciels et des procédures, à des erreurs d'utilisateurs, donc soit des erreurs de saisie ou bien des erreurs d'exploitation du système, dans 19% des cas, ce qu'on appelle des lock-in prestataires, donc c'est le problème de dépendance par rapport à un fournisseur. Donc je dépends d'un fournisseur malgré le fait que le fournisseur a des failles de sécurité, mais cette dépendance m'oblige à rester avec ce fournisseur. L'infection par virus. Donc là, on ne parle pas d'infection où vous êtes ciblé, mais d'une infection où vous avez été atteint dans un cadre généralisé, donc 21%. Ou bien la vol et la disparition de matériel, 22% des cas.
Alors, si on essaie maintenant de s'intéresser un peu à la cybercriminalité, donc quand on parle de cybercriminalité, il y a tout ce qui est activisme, donc Anonymous, tout le monde connaît. Leur méthode d'attaque privilégiée, c'est tout ce qui est le denial of services, le piratage et le vol et la divulgation d'informations. Nous avons aussi les cyber-indignés. Donc, eux vont utiliser les réseaux sociaux comme des moyens de communication, de propagande et de renseignement. Donc, l'une des causes qu'ils avaient défendues, c'était l'accès au web en Égypte. Ils ont donné des cours de crypto, etc., pour aider les gens à bypasser tout ce qui est restriction d'accès à l'information en Égypte. Nous avons les cyberarmées. Donc là, eux vont soit soutenir des régimes, soit véhiculer des idées extrémistes. Donc, eux, ils vont faire des attaques DDoS contre des blogs, ils vont pirater des sites. On peut prendre l'exemple d'un site qui a été attaqué d'un député, alors, qui était, si vous voulez, contre... Alors, ça s'est passé en Turquie, c'était un député qui s'est indigné contre le génocide Chypre. Alors, enfin, le génocide arménien avec le génocide Chypre. Vous savez que c'est une question très sensible pour les Turcs. Alors, là, vous avez les sites de certaines de ces groupes de cyberarmées. Vous avez le AK qui est en Albanie, vous avez le groupe pakistanais, vous avez ce qu'on appelle le ICA, Indian Cyber Army, etc. Alors, généralement, le ICA tape sur le PA, qui est le pakistanais, le PA tape sur le ICA. Donc, généralement, c'est une guerre permanente entre ces deux-là. Les deux, ils ne sont pas très méchants parce que généralement, alors, depuis qu'ils existent, ils ne font que s'entretuer entre eux. Donc, ils ne s'intéressent pas aux autres groupes ni aux autres problèmes planétaires. Alors, quelles sont les entreprises qui ont été victimes de hacktivisme? Alors, il y a le cas de Sony qui est un cas quand même assez intéressant à voir. Donc, ça s'est fait en 2011. Donc, entre le 16 avril et le 19 juin, il y a eu plus de 20 attaques contre Sony. Donc, il y a eu 100 millions d'individus qui ont vu leurs données volées ou bien détournées. Donc, il y a eu 170 millions de dollars qui ont été dépensés par Sony pour répondre à ces attaques. Tout ça pourquoi? À cause de l'arrestation d'un pirate appartenant à Anonymous. Donc, il y a eu PSN qui était en offline le 18 avril. Ensuite, il y a eu une rumeur de piratage. Ensuite, il y a eu d'autres attaques. Après Sony PSN Online qui a été attaqué. Donc, c'était toute une série d'attaques qui s'est reproduite suite à l'arrestation. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué Sony? Parce que c'était Sony qui était à l'origine de l'arrestation de ce membre du groupe Anonymous. Dans le secteur biomédical, il y a eu aussi pas mal de choses. En 2009, par exemple, Conflicker qui a attaqué le secteur médical. 2011, un hôpital à Atlanta qui a subi de graves perturbations. Le service d'urgence médicale d'Auckland qui a été touché par un virus et par conséquent, il y a eu carrément un arrêt de tous les services d'urgence avec un arrêt total de tous les équipements médicaux. Il y a eu un dispositif de surveillance à distance par Bluetooth et Wi-Fi des pacemakers qui s'est arrêté. En 2008, il y a eu une démonstration d'attaque d'une pompe à insuline qui a choqué toute la communauté des médecins. Donc, durant cette démonstration, alors, la personne qui a fait la démonstration a démontré, bon, sans le faire sur des êtres humains, qui était capable à distance de tuer n'importe quelle personne qui possède sa pompe à insuline. Tout simplement en faisant faire à la pompe une overdose d'insuline à la personne. Il a pu démontrer ça en faisant des attaques sur plusieurs, si vous voulez, modèles de pompes à insuline. Alors, il y a eu aussi des attaques contre des infrastructures critiques, telles que l'attaque contre des industries de pétrole, les services des eaux. Il y a eu même des drones qui ont été infectés par des virus. Aujourd'hui, actuellement, il y a eu même, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a, si ma mémoire est bonne, même pas 15 jours, où une Tesla a été piratée. Vous savez que la Tesla est un véhicule autonome aussi. Vous avez la possibilité d'avoir le mode autonomous. Donc, la voiture va se conduire en elle-même. Quelqu'un a pu pirater la Tesla en l'obligeant à tourner sur elle-même pendant la batterie.
Donc, il y a eu des attaques de Stuxnet et Flamme contre des infrastructures nucléaires en Iran. Il y a eu les USB killers sur Internet. Et généralement, dans toutes ces attaques, il y a toujours la possibilité qu'il y ait l'implication des États dans des cas de cyberguerre. Par exemple, le cas les Iraniens où les Israéliens ont déclaré que c'était eux qui étaient à l'origine de l'attaque en collaboration avec les Américains. Alors, toujours dans le panorama, quand on parle d'attaque, d'espionnage et tout, on ne peut pas ne pas parler de la NSA et de Snowden. Je pense que tout le monde connaît la NSA et Snowden. Rassurez-moi, vous les connaissez au moins. Alors, Harouni, ça vous dit quelque chose? Snowden, non. National Security Agency. Alors, la NSA, c'est la plus grande agence de renseignement dans le monde. Il faut savoir qu'elle a un budget annuel de 2,5 milliards de dollars dédié uniquement à la collecte d'informations. Ils espionnent pratiquement tous les câbles sous-marins d'Internet de la planète. Effectivement, merci M. Cheloche. Heureusement que vous le saviez, vous. Alors, ils ont des capacités d'analyse très performantes. Alors, pour l'analyse de l'information, ils dépensent plus de 3 milliards de dollars de budget. Leurs outils, ils ont des outils effectivement, le réseau échelon. On est en train de parler exactement, on va parler du réseau échelon un peu. Donc, il faut savoir aussi que les outils d'analyse de big data qu'ils ont, c'est des outils que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la planète. Pourquoi? Parce que vous imaginez, ils espionnent pratiquement tous les pays du monde. Donc, imaginez tout le flux de données qu'ils ont et qu'ils doivent traiter. Je ne sais pas si c'est avec vous ou avec les M1 que j'avais parlé des data centers qu'ils utilisent, qui sont sur plusieurs hectares en Virginie occidentale. Enfin, je ne sais plus. Alors, ils ont même des capacités d'intervention ciblées et industrialisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent compromettre différents types de chiffrement, quel que soit l'outil que vous allez utiliser. C'est les premiers acheteurs dans le monde des vulnérabilités de type 0D. Et ils ont tout un catalogue d'armes, de services et d'armes numériques. Donc là, c'est un catalogue qui est utilisé en interne ou bien en collaboration avec certaines agences de renseignement alliées. Alors, Snowden, c'est qui? C'était tout simplement un analyste qui travaillait à la NSA. Donc, c'est un transfuge en quelque sorte. Donc, il s'est échappé, il a pris avec lui des tonnes de données qu'il a publiées sur Internet et qui a permis de divulguer pas mal de secrets qui étaient détenus jalousement par les Américains, notamment le fait qu'ils avaient mis sur écoute Angela Merkel, qu'ils avaient mis sur écoute les présidents des différents pays de l'OTAN, avec bien sûr des preuves à l'appui, etc., ce qui avait généré à l'époque une certaine crise, disons, diplomatique entre les différents pays. Donc, en d'autres termes, il a démontré par A plus B que les Américains espionnaient toute la planète. Alors, les APT, est-ce que ça vous dit quelque chose? D'accord. Alors, qui peut me dire c'est quoi un APT? Persistent Threats. C'est quoi, Fatah, Persistent Threat? Bon, tu as oublié le Advanced, mais c'est pas méchant. Alors, APT, c'est pas un groupe déjà. Alors, d'abord, on va définir c'est quoi un APT, ensuite, c'est simple. Alors, si on vous dit c'est Advanced Persistent Threats, ça veut dire quoi? Alors, monsieur Besson, on attend votre réponse.
Moi, je vais parler directement parce que Je préfère. c'est long à écrire. Advanced Persistent Threats, c'est des acteurs malveillants qui visent, qui ont des cibles هكذايا spécifiques Mhm. et avec une compétence technique très élevée. Donc, ils ciblent par exemple une entreprise pour une longue durée et essaient différents types d'attaques et différents vecteurs d'attaque et avec une technicité élevée. D'accord. C'est presque ça. Alors, déjà, c'est des attaques généralement qui sont menées qui sont sponsorisées par des gouvernements ou des nations ou bien par des lobbies très puissants. Ça, c'est déjà un point. La deuxième des choses, quand on parle d'APT, alors généralement, quand on parle d'attaque informatique, c'est une attaque qui va utiliser un vecteur d'attaque. Or, une APT, pourquoi est-ce qu'on dit c'est une menace avancée? C'est parce qu'elle va utiliser deux ou plusieurs vecteurs d'attaque. Et généralement, c'est des attaques qu'on va utiliser à très long terme, comme l'a dit Fatah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une attaque qu'on va tenter maintenant, par exemple, contre. Alors, je vais prendre un exemple au hasard contre son gaz. Ça n'a pas marché, non. C'est une attaque de longue durée. Oui, par exemple, si j'arrive à bypasser le périmètre de sécurité 1, je peux rester en sommeil et réveiller mon malware ou bien mon outil d'attaque qui sommeille dans le réseau de l'entreprise à un instant X plus T pour tenter d'autres vecteurs d'attaque. Donc, si vous voulez, c'est des outils ou bien des malwares assez élaborés qui peuvent être même autonomes. L'un des exemples les plus flagrants est l'exemple que vous voyez ici, qui a été utilisé par les Chinois, qui a permis d'attaquer plus de 140 entreprises américaines. Donc, l'approche permettait de réutiliser des outils et des infrastructures très persistantes dans les systèmes d'information et ça a permis aux Chinois de voler plus de 6 téraoctets de données en quelques mois. L'une des cibles de cette attaque, c'était carrément le FBI américain. Alors, pour mener cette attaque, ils ont utilisé plus de 1000 serveurs répartis dans 13 pays. Et ça leur a permis même de voler des brevets, voire même des plans de fabrication auprès de certaines entreprises d'armement américaines. Donc, de prototypes qui n'ont même pas encore été fabriqués par les Américains. Ce qui leur avait permis à l'époque de faire un saut qualitatif dans leur fabrication militaire en termes d'aviation et en termes de fabrication de missiles à moyenne et à longue portée. Alors, de là, on peut déduire déjà qu'il y a une volonté claire des pays de faire de l'espionnage économique, de faire de l'espionnage politique. Bon, l'espionnage militaire, on n'en parle pas, c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps. Et que les pays sont prêts à mettre des moyens importants, et ceci dans la durée. Ceci ne se limite pas aux pays les plus évolués. Même les pays du tiers-monde le font. Prenez l'exemple, normalement, vous vous rappelez tous de l'exemple d'il n'y a même pas quelques mois, du scandale marocain, où alors, Reporters sans frontières avait publié un article dans lequel il dénonçait les autorités marocaines pour faire de l'espionnage en utilisant un logiciel israélien sur les smartphones des différents hommes politiques et dirigeants de plusieurs pays dans le monde, notamment des dirigeants algériens, français, espagnols, etc. Alors, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les attaques destructives et paralysantes. Donc là, on passe vers une autre catégorie d'attaques. Donc là, carrément, l'objectif, c'est de désorganiser une organisation ou bien de détruire les données ou les postes de travail d'un pays, ou bien carrément d'une entreprise ou autre. Donc comment est-ce qu'on va le faire? On va compromettre des systèmes d'information, on va déployer des malwares, on va effacer des données, etc. On peut citer par exemple l'attaque Jokra qui a été menée par la Corée du Nord contre la Corée du Sud en mars 2013, qui a permis quand même de paralyser plusieurs banques et chaînes de télé en Corée du Sud. Donc le malware qui a été utilisé s'appelait à l'époque Dark Seoul et ça a touché plus de 35 000 postes de travail.
Alors, il y a eu en 2017 une cyberattaque contre l'Ukraine. Alors, comme par hasard, la cyberattaque se déroulait en même temps qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il y a eu une paralysie totale de la grande majorité des grandes banques et des grandes entreprises ukrainiennes. Et ce qui a boosté la demande de paiement sur le Bitcoin, pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les banques étaient pratiquement à l'arrêt. Donc, les gens n'arrivaient plus à avoir accès ni aux distributeurs, ni à leur compte bancaire en ligne. Même en allant vers la banque pour essayer d'en tirer de l'argent, la banque leur disait, je ne peux rien vous donner, tous mes systèmes sont à l'arrêt. Alors, WannaCry, normalement, tous vous en avez entendu parler. Alors, c'était un ransomware donc, qui s'est répliqué en masse pendant 4 jours, donc du 12 mai 2017 au 15 mai 2017. Alors, il a permis le chiffrement de beaucoup de données à travers le monde en infectant plus de 300 000 ordinateurs. Et on demandait tout simplement aux pays touchés, ou bien aux organisations touchées, de payer entre 300 à 60 dollars par Bitcoin pour pouvoir récupérer l'ensemble de vos données. Donc là, vous avez sur la carte en rouge les pays qui ont été touchés. Alors, les pays qui ne sont pas touchés, c'est très simple. Ça ne veut pas dire que c'est des pays qui n'ont pas été touchés, mais ça veut dire tout simplement que c'est des pays pour lesquels il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu de remontée d'information. Bon, certes, vous avez l'Algérie qui ne figure pas dans les pays touchés, mais je peux vous dire qu'à l'époque, l'Algérie a bien été touchée. Il y a eu pas mal de ministères qui ont été touchés. Malheureusement, la culture en cybersécurité n'était pas très évoluée à l'époque, on ne l'est toujours pas autant. Certains ministères qui ont eu leur PC touché, tout simplement, ils ont formaté le PC. On m'a dit, voilà, notre PC a été touché par un ransomware. On l'a formaté par mesure de sécurité. Est-ce que vous pouvez récupérer les données? Malheureusement, faire du forensic sur un PC. Alors, nous, on a la réponse typique, problème de réseau. Non, ce n'est pas vraiment problème de réseau. Oui, j'ai l'information, monsieur Chelochamp. Il y a eu des banques, il y a eu même des ministères, il y a eu même des départements gouvernementaux qui ont été touchés. Seulement, il faut savoir qu'un PC formaté, alors non seulement attaqué par un ransomware qui a chiffré les données, mais en plus, il a été formaté par l'administrateur. Au moment où formateur Z installe un nouveau VLOS, on va dire voilà, il faut faire du forensics dessus pour essayer de récupérer des données parce que c'est des données très importantes pour le pays parce que X, Y, Z. Alors, apprenez une chose. Un PC infecté, parfait, ouais. C'est tout ce que vous avez à faire. Donnez-le ensuite à la personne compétente qui pourra faire, qui va essayer, je dis bien qui va essayer de faire quelque chose. Après les vacances, j'espère, on va attaquer directement la partie forensics. Et là, vous allez voir quelle est l'attitude à avoir lorsque vous voulez faire une investigation numérique sur une machine qui soit infectée. Alors, il faut savoir que le nombre de ransomware est toujours en augmentation. Il y a une explosion des ransomware dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y a aussi d'autres attaques, ce qu'on appelle les coin hive. Alors là, ça veut dire c'est quoi? C'est tout simplement, on essaye de vous voler du CPU en utilisant votre navigateur. Alors, les malwares, c'est pas ce qui va manquer. Ce qui manque, et ce n'est pas ce qui va manquer dans les jours à venir. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà le clonage des jeux sur mobile. Si vous, par exemple, le jeu Flappy Bird qui a été créé en mai 2013, donc il y a eu beaucoup de clones malicieux qui ont commencé à sortir en début 2014. Alors, les clones malicieux, c'est quoi? C'est tout simplement une copie du jeu qui tout simplement va faire le bonheur de beaucoup de personnes parce qu'ils n'auront pas à payer pour télécharger le jeu, mais qui fera aussi le bonheur du créateur de ce jeu qui va utiliser votre PC ou bien votre smartphone ou bien votre mobile à votre insu à différentes fins. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, les failles sur mobile, c'est quelque chose de très courant.
et c'est quelque chose qui est très facilement exploitable. Contrairement à ce qu'on veut essayer de faire croire. Alors, on peut donner un exemple, Stashfight par exemple. Donc l'objectif, c'était tout simplement de compromettre les mobiles et de se propager sur le réseau mobile. Donc il a utilisé une faille de sécurité dans la bibliothèque multimédia d'AOS. Donc il suffisait uniquement d'envoyer un MMS à la victime pour avoir tout simplement un accès root sur tout appareil Android de 2.2 jusqu'au 5.x. Pour pouvoir le faire à l'époque, bon, on utilisait Google Hangout pour le propager. Donc, bon, ce n'est plus d'actualité, bon, on n'est plus à la version 5.x. Et par contre, il y a d'autres vulnérabilités qui existent jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit sur les plateformes Android ou bien sur les plateformes Apple. Alors, pour vous donner une idée, le nombre si vous voulez, d'applications malicieuses qui est bloqué sur les applications mobiles est estimé à 24 000 applications bloquées chaque jour. Alors 27 000 en 2017, 17 000 en 2016, avec une augmentation de 54%. Le problème qui se pose, c'est quoi? Alors si on prend le cas des téléphones Android, alors en fonction de la marque de votre téléphone, vous allez voir que certaines marques ont arrêté la mise à jour au bout d'une certaine version. Pourquoi? On va vous dire soit qu'il n'y a plus de support, soit que la nouvelle mise à jour nécessite une mise à jour matérielle, soit tout simplement parce que le fabricant du téléphone veut vous obliger à acheter un nouvel appareil. Donc il faut savoir qu'à travers le monde, uniquement 20% des téléphones disposent de nouvelles versions d'Android. 2,3% uniquement utilisent la dernière version. C'est beaucoup plus un problème de marketing. C'est pour cela que les anciennes versions ne vont pas recevoir les mises à jour par les constructeurs. Ça ne les arrange pas que vous ayez une nouvelle version. Si vous avez la nouvelle version, pourquoi vous allez acheter un nouveau téléphone? Prenez le cas des plus grands arnaqueurs. Bon, moi je les considère comme les plus grands arnaqueurs de la planète. Ça ne fera pas plaisir à certains d'entre vous, mais bon. Si on prend le cas d'Apple, en dehors du fait qu'ils ont leur... et voilà, j'étais sûr que Samy allait se manifester. En dehors du fait qu'ils ont leur propre connecteur, etc., etc., si vous remarquez par rapport au téléphone, certaines marques de téléphone sont out of support actuellement. Pourquoi? Ils vous ont dit tout simplement, on ne fera plus de mise à jour sur telle et telle série de téléphones, pour la simple raison qu'il va falloir acheter de nouveau, pour des raisons purement sécuritaires. Et pour vous obliger à ils savent pertinemment que certains utilisateurs ne vont pas acheter de nouveaux téléphones, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont désactiver beaucoup de services qui sont fournis par Apple et qui fonctionnaient très bien sur ces téléphones. Donc, ils vont vous dire, il y a eu l'annonce, je pense, par Apple, ça fait même pas 2 mois de cela, où ils ont annoncé même les séries de téléphones pour lesquelles beaucoup de services vont être tout bonnement suspendus. Pourquoi? Pour des mesures de sécurité. Comme il n'y a plus de mise à jour soft pour ces téléphones, on ne les fait plus. Donc, on a décidé d'arrêter tel et tel service, notamment le service d'accès à l'Apple Store. Alors, les Apple Addicts, calmez-vous. Alors, Monsieur Saoudi, alors je vous donne une information que vous semblez ignorer. Vous savez que toutes les marques, ou bien soit de téléphonie mobile, de logiciels ou autres, dès que quelqu'un les avertit pour leur dire qu'il y a une vulnérabilité de sécurité, ils avertissent leurs utilisateurs en disant, voilà, attention, alerte de sécurité, il y a une vulnérabilité. Mais cela ne pas le faire, c'est Apple. Pourquoi? Parce qu'il a une image à garder. Il préfère que vous soyez piraté, attaqué, plutôt que de vous avertir.
Et souvent, les mises à jour de sécurité sont faites à l'insu des utilisateurs, surtout pour les failles de sécurité les plus critiques. Je vous enverrai des liens pour les lire par la suite si ça vous intéresse, M. Saoudi. Vous allez savoir à quel point Apple préfère garder son image de marque au détriment de la sécurité de ses utilisateurs. Alors, toujours en termes de failles pour les OS pour mobile, il faut savoir aussi qu'il y a des vulnérabilités hardware qui vont permettre de casser la séparation mémoire entre les processus. Là, on parle aussi de Meltdown et de Spectre qui ont existé, que ce soit sur les machines physiques, les PC, que sur les téléphones. Sur les PC, le problème a été réglé en majorité. Par contre, sur les téléphones mobiles, le problème reste persistant. Il faut savoir que les malwares ont une propagation très rapide. En 2019, par exemple, en 1 minute, la figure suivante vous dit que 4,2 milliards de personnes connectées sont connectées, sans considérer l'Internet of Things, sans considérer les objets connectés. Donc, vous imaginez 3,8 millions de requêtes Google, 1 million 87 000 tweets, 1,5 million de morceaux musicaux écoutés, 4,5 millions de vidéos regardées. Alors, imaginez ce qu'aurait pu faire Petya ou bien WannaCry, si, par exemple, le serveur YouTube était infecté. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour ce cours. Alors, je vous laisse 5 minutes de repos. Je vais carrément me déconnecter. Et je vais vous renvoyer un autre lien pour permettre à votre camarade Delia de se connecter avec vous cette fois. Donc, vous pouvez